Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Poursuite ce mercredi du processus d'inscription des candidats pour les législatives partielles dans le pays. Au cours de ce processus électoral, l'institution électorale a innové en exigeant un pré-enregistrement via le site internet du CEP. À mesure que les jours passent, certains prétendants néophytes des NTIC éprouvent de nombreuses difficultés à se faire inscrire en ligne. Cette innovation dans le processus électoral haïtien suscite des gorges chaudes au sein de la classe politique. Certains acteurs politiques plaident en faveur d'une révision de cette nouveauté dans la course électorale. Pierre-Eddy Richer-Royal de la plateforme Rétabli Haïti explique au micro de Télégalaxie. Effectivement, l'élection est lancée, particulièrement pour les candidats à la députation et au Sénat. En tant que plateforme politique, nous voulons participer à tous les niveaux. Sélection candidat nous en cours parce que plateforme est composée de 3 partis politiques et de 8 organisations sociopolitiques, ce qui signifie que c'est une mise en commun de toutes les valeurs des différentes institutions qui composent la plateforme. Ok? Ces candidats qui pourraient aller aux élections. Actuellement là, le Conseil électoral a lancé un processus d'inscription, de pré-inscription pour les candidats. Okay? C'est un système électronique que nous faisons établir. Actuellement là, nous avons des techniciens qui travaillent sur ça. Ce qui signifie que il y a des candidats qui ajoutent avec nous. Actuellement là, nous agissons pour eux-mêmes pour que nous préinscrivions selon le vœu du Conseil électoral provisoire. Nous toutes, qui sont organisations politiques, nous avons un problème avec ce système-là parce que c'est un système qui fait qu'établir. Comment imaginez-vous que c'est tout de suite, ok, que les partis politiques finissent rencontrer avec ce EPA. Le samedi, ils expliquent, ils mettent le système devant eux. OK? Et puis, pendant que le processus d'inscription est déjà lancé, parce que l'éclair, c'est du 6 au 19. Donc, ce qui signifie que le système ça qui est établi uniquement dans Port-au-Prince, comment nous allons faire avec les candidats qui sont en province? Nous avons mis dans une situation difficile pour que tout candidat qui est en province puisse rentrer ici, pour nous préinscrire, après pour retourner dans le bed, dans le bec, pour y aller inscrire. Donc, la méthode ça vient appliquer, nous pas dit pas bon, mais nous mettons nous en difficulté pour que effectivement nous réussissions à préinscrire candidats. Le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens célèbre son 6e anniversaire d'existence et de lutte pour une éducation de qualité dans le pays. Ce week-end, plusieurs activités sont prévues en la circonstance, entre autres des conférences-débats sur des thèmes divers. De grandes figures de la classe haïtienne prendront part à cette célébration, notamment l'homme de loi et candidat à la présidence Samuel Madisté et l'agronome Jean-André Victor. Les activités festives se tiendront du vendredi 10 au dimanche 12 avril au local du collège Nouvelle Vision au centre-ville. Les propos du porte-parole du REEH, La Fontaine-Orville, sont recueillis par Nancy Lenné. Dans l'idée pour marquer 6 années d'existence, il y a un week-end activité qui prévoit. Dans ce sens, dans vendredi 10 avril à 10h du matin, nous avons présenté pour la presse et pour le public haïtien 6 années de bataille pour dénoncer le plan macabre qui pendait sous deux professeurs. Et dans samedi, nous avons une conférence débat pour nous poser le problème système éducatif là dans le pays d'Haïti. Et dans ce sens, nous avons débattu sur un thème qui c'est éducation et démocratie en Haïti. Dans ce thème ça, il y a 3 sous-thèmes qui sont rattachés à lui. Le premier sous-thème c'est lutte syndicale dans un état de droit. Deuxième sous-thème c'est éducation
entre réalité propagande en contexte électoral. Et troisième sous-thème, c'est quelle éducation pour quelle société. Et pour nous débattre thème ça, nous avons gagné des invités qui viennent débattre avec nous, tant que M. Samuel Madistin, M. Jean-André Victor, juge Jean-Wilder Morin, et puis Dr. Jean-Enold Buteau. Dans dimanche 12 avril à 3h après-midi, nous avons réuni pour nous célébrer 6 ans d'existence. Et dans le jour ça, nous avons gagné des activités socioculturelles qui prévoient. Nous avons gagné des troubadours, nous avons gagné danse, nous avons gagné des 10 chanteurs qui viennent participer avec nous pour nous marquer 6 ans d'existence dans le cadre de bataille pour changer les conditions, pour améliorer les conditions de la vie enseignante dans le pays d'Haïti. Pour sa part, le secrétaire général du réseau des enseignants et enseignantes haïtiens réaffirme la volonté et la détermination de l'organisation à poursuivre avec leur lutte pour que, des années à venir, Haïti soit doté d'une nouvelle structure d'éducation de qualité pour tous, selon Masli Dorsli, secrétaire général de cette organisation. Jusqu'à présent, c'est un combat. Nous ne pouvons pas parler de satisfaction. Puisque satisfaction, c'est l'heure nous arriver, ouais, dans le pays, dans toutes les sections communales. Il y a assez de l'école pour petit peuple à l'école. Et l'État prend question ça en charge. Et que il y a suffisamment de l'école dans tout le pays. Et que l'école, c'est de l'école de qualité que y c'est de l'école, quel que soit côté où nous situé. Il n'y a pas gagné pour l'envier par rapport à petit point, par rapport à petit tout, par rapport à petit X de éducation que vous recevoir et éducation que vous recevoir permettre que vous organisez tête yo et vous réussi vie. C'est là à nous pour nous sortir d'un système qui construit des aliénés. C'est là. Faut au moins nous dire que nous menons un combat côté que nous avons l'autre système éducatif dans le pays. Et c'est là qu'on a privé satisfait. Je dis à nous pas parler de satisfaction. Mais c'est ça qui nous dit que le combat pas prêter dans la route, nous avons continué à mener le combat pour arriver vers une éducation de qualité. Génération pas maintenant qui passé, mais nous sûrs et certains, à une génération d'hommes et de femmes qui continuent la lutte là, qui prend bataille. C'est ça qui fait un pile fois. Nous prenons bâton pèlerin nous. Avec le minimum que nous gagnons, nous faisons les villes de province pour non seulement nous mettre structurés, mais tout nous parler de l'importance de l'éducation et pour qui ça est obligé de mener un combat pour permettre que tout le monde ait la même chance pour réussir. Le ministère de la Santé publique a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment devant abriter les locaux de l'Institut national supérieur de formation des femmes sages détruit lors du séisme de janvier 2010. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame, de l'ambassadeur canadien en Haïti et du représentant de l'UNOPS. La titulaire de la santé publique, Florence Guillaume Duperval, a salué le support du gouvernement et de l'UNOPS qui ont rendu possible la réalisation des travaux. Ils se sont engagés aussi à augmenter les écoles de femmes sages à travers le pays. Suivons Florence Duperval Guillaume. Tout le monde connaît que un pile femme a couché la caillou. Et là, il a couché la caillou, il a couché par des gens que nous-mêmes nous considérons comme des leaders communautaires, que nous relais matrone. Mais là, accoucher la caillou tout, nous connaissons que matrone a une limitation. Parce que matrone a deux qualités matrone. Il y a matrone qui est formée et il y a matrone tout qui recevoir des dons que nous ne pouvons pas mettre en discussion aujourd'hui, mais qui recevoir des dons pour être capable d'accoucher monde, pour être capable ouais qui ça moun senti, etc. Donc nous-mêmes qui ça nous fait au niveau ministère de la Santé publique, tant que le docteur Grand-Pierre Sodil tout à l'heure, nous essayons par dessourcer nous. Même si pas dessourcer, nous pas nier culture que nous gagnons. Culture que nous gagnons, c'est que filles finalement sentir bien à l'aise, c'est filles qui ouais j'aime ouvrir, qui accoucher. Donc pour cela, nous dit que si nous voulons vraiment arriver à une réduction de mortalité maternelle, sans que nous pas exclure personne, sans que nous pas ignorer compétences obstétriciens gynécologues, qui sont des spécialistes avancés dans la question de soins maternels et soins reproductifs, nous dit que nous pourrons faire une autre approche. Et approche là,
c'est de former des femmes réellement qui sont capables de prendre en charge les cas de grossesse chez les femmes. Donc, tout le monde qui est femme, qui est enceinte, nous dit que c'est une femme qui peut accoucher. Donc, c'est ça qui fait que le ministère de la Santé publique est venu avec une stratégie ça, pour les capables de réduire vraiment la quantité de femmes qui sont capables de mourir. Nous faisons l'adoption d'une école de sage-femme. Certainement, je fait plaidoyer pour une autre école de sage-femme. Et première dame Nambral dit, on va partager ça avec moi, une prochaine école de sage-femme, non, pour aller au CAI. Parce que je commence déjà à planifier avec Kellogg Foundation pour être capable de faire une école de sage-femme à partir de l'école des infirmières, l'école nationale des infirmières qui est au CAI. La première dame, Sophia Martelly, qui participait à la cérémonie de pose de première pierre de la reconstruction de l'Institut national de formation des femmes sages, se réjouit de la décision des autorités de faciliter le démarrage des travaux. Elle a remercié les bailleurs qui ont financé le projet. Elle en a profité pour faire l'éloge du président Martelly, son époux qui s'engage à améliorer les conditions sanitaires de la population. Sophia Martelly. Je suis heureuse de participer à cette cérémonie de pose de première pierre qui marque le début des travaux de construction du bâtiment de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes. Je rends hommage ce matin à tous ceux et celles qui s'engagent aux côtés du ministère de la Santé publique en ce sens et je salue particulièrement le Canada et l'UNOPS qui sont les principaux partenaires de ce projet. Il faut un commencement à tout. Le premier pas est le plus important, car il marque le désir d'avancer quelle que soit la distance qui reste à parcourir. Je salue l'initiative ça. Rêve moi, j'aime toujours dire, c'est pour chaque section communale tu as un centre de santé de base, un SONUB. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un professionnel qui là pour capable bailler service qui nécessaire. C'est pour ça, en plus de centre de santé, moi content tout. L'école professionnelle qui a multiplié à travers le pays. L'éducation, la formation professionnelle, comme vous le savez déjà, est prioritaire dans l'agenda du président Martelly. Convaincu que c'est la seule et réelle porte de sortie de ce pays. C'est important de fournir aux jeunes désireux de se mettre au service du pays des cadres adéquats d'apprentissage. J'encourage tous les acteurs directs de ce projet à mettre des bouchées doubles, à aller vite et bien, afin que dans un avenir très proche, très proche, on procède à l'inauguration du nouveau bâtiment et je serai heureuse d'y participer. La diplomate canadienne accréditée en Haïti, Cadwell Paula Saint-Onge, a elle aussi renouvelé l'engagement de son pays à accompagner le gouvernement haïtien à améliorer sa capacité dans le domaine sanitaire. Elle invite les futures femmes sages à travailler au bénéfice de la population. Je voudrais premièrement souligner le leadership de la Première Dame et la ministre de la Santé publique et de la population, Dr Florence Duterval-Guillaume, à promouvoir les soins de santé pour les femmes et les enfants. Les sages-femmes font partie intégrante de ces efforts pour donner des soins de qualité aux femmes enceintes. Lorsque le nouveau bâtiment sera construit sur ce site où nous nous trouvons aujourd'hui, nous disposerons d'un environnement qui favorisera l'apprentissage de ce métier pour les femmes. Cet établissement viendra remplacer celui, bien sûr, qui s'est effondré lors du séisme en 2010. Puis je serai là, monsieur le représentant du NOP sera là en mai 2016 pour l'ouverture et l'inauguration. Ce projet de construction n'est qu'un exemple du support du Canada au progrès en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. Le ministre de la Santé publique et de la population est un partenaire important du Canada depuis de nombreuses années, avec lequel nous avons développé un partenariat très solide et fructueux. Ensemble, nous faisons de la santé maternelle, néonatale et infantile une priorité. C'est une priorité au Canada, une priorité en Haïti. En effet, les contributions canadiennes ont aidé à 2,2 millions d'Haïtiens à avoir accès à des soins de santé depuis 2006 et 1,9 million d'enfants ont été vaccinés. De plus, près de 400 000 femmes ont accouché avec l'appui de professionnels de la santé comme vous, mesdames. Dans le domaine de la santé, le Canada, bien sûr, appuie également la lutte contre le choléra. La santé est seulement un des éléments nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des enfants en Haïti. Une approche holistique est donc nécessaire. Alors le Canada est également impliqué, un partenaire important en Haïti au niveau de l'éducation.
un autre pilier de la société. Nous sommes heureux de notre partenariat avec l'État haïtien, en particulier avec la MSSP, qui génère les résultats tant attendus par la population. La construction de l'Institut de formation pour les sages-femmes est un excellent exemple pour illustrer ce partenariat pour l'amélioration de la santé des mères, puisqu'il répond à une demande très forte. En effet, il est également important de souligner que les sages-femmes formées dans cet établissement permettront de combler une demande en personnel qualifié. Cela permettra à plus de femmes, lors de leur grossesse, d'avoir accès à l'assistance de ce personnel dans les institutions de santé à travers le pays. Fin de l'atelier de 2 jours sur l'intervention d'urgence en cas de catastrophe naturelle à l'initiative de la mairie de Port-au-Prince et le Centre d'opération d'urgence nationale. Durant ces 2 jours, certains responsables du bureau de la protection civile ont présenté aux volontaires et brigadiers de la mairie de Port-au-Prince quelques aspects de différents types d'interventions d'urgence en cas de catastrophe naturelle à l'approche de la saison pluvieuse, collecte des informations, notification de la structure d'urgence, phase alerte, intervention immédiate, etc. Ce sont entre autres les thématiques abordées lors de cet atelier de 2 jours. Marie-Yolène Moscardi est la maire adjointe de la commune de Port-au-Prince. On a constitué le comité communal protection civile de la mairie de Port-au-Prince. Nous avons atelier pendant 2 jours, 7 et 8. Donc sur le plan des préventions, nous avons fait dans la commune et nous invitons toutes les institutions qui battent nos bras dans la commune avec des organisations internationales qui toujours pour appuyer les gagnants problèmes au niveau de la commune. Donc nous avons constitué le comité communal là. Donc c'est pour nous faire face avec la pluie qui est tombée plus bonne que la saison que nous annonçons chaque 1er juin. Donc la pluie a vu plus bonheur, elle commence à faire des dégâts. Nous-mêmes, nous commençons à faire des mises en place pour, si une catastrophe qui vient, nous-mêmes, pour nous préparer, nous qui côté nous fait vacation et comment on appelle des populations. Nous, au comité communal, nous avons plusieurs institutions avec nous. Nous avons Affaires sociales, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons TPTC, nous avons CAN ambulancier, et nous avons toutes institutions ensemble avec nous, ministère de l'Environnement, Santé publique, éducation. Nous gagnons spécialement Madame Lochard et avec tout le staff qui est ensemble avec lui et nous gagnons une délégation l'Ouest avec nous. Après la séance de formation, nous attendons que si une catastrophe qui fait dans la commune, quantité de dégâts que l'on fait par rapport avec la formation que nous prenons avec tout le staff, pour ne pas victimes même gens. Dans l'actualité internationale, le président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, en disgrâce au sein de ce parti suite à des déclarations intempestives de ce dernier, déclaration condamnée par sa fille Marine Le Pen qui s'oppose catégoriquement à la candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur de Jean-Marie Le Pen lors des élections régionales. Aucun doute, il s'agit bien d'une image d'archive. Aujourd'hui, les sourires sont bien loin et la rupture consommée après les propos de Jean-Marie Le Pen dans le journal d'extrême droite Rivarol, à commencer par ceux sur la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. L'on a été très sévère avec lui à la Libération. Il s'en prend également une nouvelle fois, je cite, au torrent de l'immigration et attaque violemment le Premier ministre sur ses origines espagnoles. Valls est français depuis 30 ans. Moi, je suis français depuis 1000 ans. Quel est l'attachement réel de Valls à la France? Il critique aussi les choix politiques de sa fille. La retraite à 60 ans, ridicule, affirme-t-il. Mais il ne s'arrête pas là. Je pense que la liberté de penser, la liberté d'expression sont des biens précieux et que le Front National doit les défendre. S'il ne les défend plus, en effet, c'est Madame Le Pen qui doit se poser la question de savoir si ce qu'elle fait est utile à la cause qu'elle prétend servir. Impossible pour Marine Le Pen de laisser passer. Immédiatement, elle condamne son père. Dans ce communiqué, les mots sont cinglants et ont tout d'une sanction.
Jean-Marie Le Pen semble être entré dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique. J'ai informé Jean-Marie Le Pen que je m'opposerai à sa candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors des élections régionales. Pour les proches de Marine Le Pen, la coupe est pleine. Je ne peux pas supporter qu'on fasse l'éloge du régime de Vichy qui, en plus, a adopté l'ignoble statut des Juifs. C'est pour moi physiquement, sensitivement insupportable. Jean-Marie Le Pen a exprimé une position qui marque une rupture totale, définitive, irréconciliable avec la position du Front National. Il est en totale contradiction sur tous les sujets, d'ailleurs, avec ce que dit et ce que pense le Front National et Marine Le Pen. Et donc le Front va prendre ses responsabilités. Jean-Marie Le Pen sera-t-il exclu ou écarté de ses fonctions de président d'honneur? Le FN doit réunir en urgence un bureau exécutif. Accélérer l'investissement et l'activité pour une croissance plus forte, c'est l'objectif que se fixe le Premier ministre français Manuel Valls pour des prochains mois. Suivez un extrait de son intervention. Nous allons mettre en place un avantage fiscal exceptionnel pour tous les investissements industriels réalisés au cours des 12 prochains mois. Aujourd'hui, une entreprise qui investit peut réduire son bénéfice imposable du montant de son investissement. Si elle procède cette année à un investissement industriel, elle pourra, à titre exceptionnel, déduire 140% de ce montant. Le mardi 7 avril 2015 a ramené le 21e anniversaire du déclenchement du génocide rwandais. Les rescapés se souviennent encore et ont du mal à se remettre. Suivez ce reportage avec France 24. Alice a échappé de peu à la mort. Début avril 1994, des miliciens génocidaires l'ont poursuivie alors qu'elle se cachait dans les marais du sud du pays. Ils m'ont attrapée et je suis tombée. Ils ont découpé mon enfant en deux alors que je le portais sur mon dos. Et puis ils m'ont frappé plusieurs fois avec une machette et coupé la main avant de me laisser. Ils me croyaient morte. Plus de 20 ans après, cette rescapée de 45 ans reste habitée par ces événements. Mais sa fille de 19 ans, qui n'a pourtant pas vécu les massacres, semble présenter le même stress post-traumatique. Lorsque j'ai appris ce qui lui est arrivé, j'ai eu très peur. Il y avait une prison à côté de mon école. Et je pensais que si les prisonniers me voyaient, ils allaient me tuer. En cette période de deuil national, Sarah sèche l'école et reste cloîtrée chez elle. La journée, je vais bien. Je peux aller dehors. Mais dès qu'il fait noir, je ne peux pas rester seule. Il faut qu'il y ait des gens à côté de moi. Pendant les commémorations, on entend beaucoup parler du génocide. Et moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Ces états de stress post-traumatique transgénérationnel, souvent la conséquence de non-dits, ont fait l'objet d'études auprès d'enfants de rescapés de la Shoah. Au Rwanda, cela se déclenche souvent lors de la diffusion de films sur les massacres. Cette psychologue, qui travaille avec des veuves du génocide, reçoit plusieurs centaines de cas chaque année. Donc si je suis traumatisée et que je me comporte bien sûr comme une personne traumatisée, avec toujours de l'anxiété, avec toujours de tout ce qui est trouble du trauma, donc, et que mon enfant aussi, donc, il m'observe, il voit comment je suis, donc il essaie d'imiter, donc c'est phénomène aussi d'identification à ce que je vois, c'est à mon père, à ma mère, à mon éducateur, tout ça, donc ça se donne, ça le savoir, donc ça se transmet. Sarah, elle, n'est pas suivie par un psychologue, mais elle assure que son état s'améliore et qu'elle sera bientôt prête à reprendre le chemin de l'école. Aux États-Unis, en Caroline du Sud, un officier blanc a été inculpé après avoir tiré plusieurs fois sur un homme noir. Dans son rapport de police, il a rapporté qu'il agissait en légitime défense, tandis que des images enregistrées montrent le contraire. Une vidéo amateur qui accuse. Le policier tire à 8 reprises dans le dos de cet homme en fuite et non armé. Ce dernier meurt quelques instants plus tard. Ces images contredisent la version officielle du policier. Il indiquait dans son rapport avoir agi en légitime défense.
Que se serait-il passé sans cette vidéo, sans ce témoin ou celui que j'appelle ce héros venu témoigner à la police? Tout cela ne se serait pas produit. Le policier a dit que M. Scott l'avait attaqué en essayant de prendre son taser pour l'utiliser contre lui. Mais quelqu'un était là en train de regarder. Et le rapport s'est avéré faux. Il s'agissait au début d'un banal contrôle routier. Thomas Slager, le policier, arrête la voiture de Walter Scott. Le ton serait alors monté. L'agent de police a été incarcéré. Les charges retenues contre lui sont très lourdes. Il sera jugé pour meurtre. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre ou qu'on aime dire. Mais cela montre comment fonctionne notre communauté. Lorsque vous êtes en tort, vous êtes en tort. En cas de condamnation, Thomas Slager encourt jusqu'à la peine de mort. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.